Ils lui ont demandé de serment de vie de jeune fille de sa belle-sœur après qu'elle leur ait offert l'acompte pour leur maison. Pas un merci, juste des murmures et des sourires narquois. Elle a glissé une enveloppe scellée sous le présentoir à gâteau. Personne ne s'en aperçut jusqu'à ce que les rires cessent et que les visages pâlissent. Trop tard. Au moment où Héloïse signa ce chèque, quelque chose changea dans l'univers. Elle ne le ressentait pas à ce moment-là, pas alors qu'elle flottait dans un élan de générosité, sa plume glissant sur le papier tandis qu'elle économisait $25 000 de ses économies. Cela devait être une fondation, au sens propre comme au sens figuré, une pierre angulaire pour l'avenir commun de Lucienne et de son fiancé Pascal. Son cadeau à sa famille. Elle se souvenait encore du poids de l'enveloppe de crème dans ses mains ce dimanche soir, de la façon dont elle l'avait glissée entre les assiettes à dessert, attendant le moment idéal. Son mari, Jean-Pierre, lui serrait le genou sous la table, signe silencieux de ce qu'ils allaient faire. À l'époque, son contact lui semblait encore un partenariat. « Nous avons quelque chose pour toi aussi. » dit-elle en glissant l'enveloppe sur l'acajou poli vers les doigts parfaitement manucurés de Lucienne. Son expression en l'ouvrant, Héloïse l'avait rejouée 1000 fois. Les yeux écarquillés, la main portée à sa bouche, le halètement théâtral qui semblait plus pratiqué que sincère. « Oh mon Dieu! Jean-Pierre, est-elle sérieuse? » « Non, merci, Héloïse. » Pas elle directement. Déjà, elle devenait un complice de la famille de son mari, pas une personne à part entière. « Très sérieux? » rit Jean-Pierre. Héloïse voulait faire quelque chose de spécial pour vous. Elle a économisé. Elle économisait depuis 5 ans pour un séjour d'écriture en Écosse. Elle en rêvait depuis l'université. Mais la famille passe avant tout. N'est-ce pas ce qu'on dit toujours? Pascal leva son verre à Héloïse, la bonne fée. Tout le monde rit, les verres trinquèrent, et pendant un instant scintillant, elle se sentit vue, appréciée. 3 jours plus tard, ils firent une offre pour un bungalow d'artisan dans le quartier historique. Elle a découvert sur Instagram une photo de Lucienne tenant une légende signée. Les rêves deviennent réalité. #béni, #nouveau chapitre. Aucune mention de la façon dont ces rêves se sont concrétisés. Aucune reconnaissance pour la baguette magique de la bonne fée. Elle se dit que cela n'avait pas d'importance, que la joie de donner suffisait. Elle sourit tout au long de la pendaison de crémaillère où elle fut présentée comme l'épouse de Jean-Pierre à la famille élargie de Pascal. Elle hocha la tête avec reconnaissance tandis que Lucienne faisait visiter les lieux, expliquant comment elles avaient économisé pendant des années pour cette maison de départ idéale. L'organisation du mariage avait ensuite tout absorbé. Les week-ends se transformaient en visites de lieux et dégustation de gâteaux, événements dont elle avait eu connaissance après coup, par le biais de publications sur les réseaux sociaux ou de simples mentions lors de repas de famille. « Oh, on ne voulait pas te déranger, » disait Lucienne, les yeux écarquillés d'une innocence éprouvée. « Tu es tellement occupée avec ton travail. » Elle était occupée avec son travail. Elle avait monté une entreprise de conseil de toutes pièces pendant que Jean-Pierre terminait ses études de droit. Cette même entreprise générait le revenu disponible qui constituait désormais la base de leur foyer. Le premier message direct qu'elle reçut de Lucienne depuis des semaines fut un SMS groupé adressé à l'équipe de la mariée, à sa mère, à ses sœurs et à 3 amis d'université. Et elle, en quelque sorte incluse après coup. « Mesdames, les détails de l'enterrement de vie de jeune fille sont finalisés. Dimanche 17 mai, de 13h à 16h, chez maman. Héloïse, ça te dirait de m'aider à préparer les boissons et à ranger? On a besoin de quelqu'un de fiable pour que tout se passe bien. » Elle fixa son téléphone si longtemps que l'écran s'éteignit. Quand elle en parla à Jean-Pierre ce soir-là, sa réponse fut plus douloureuse que la demande elle-même. « Fais-le, Héloïse. Ne crée pas de drame. Tu sais combien c'est important pour ma famille. » Sa famille, pas la leur, jamais la leur. Elle arriva à 11h30 ce dimanche-là, comme prévu. Elle portait la robe noire que la mère de Lucienne suggérait comme étant appropriée pour quelqu'un qui l'aidait. Elle coiffa ses cheveux en un chignon strict, retira ses boucles d'oreilles imposantes et se maquilla légèrement. Si on la voulait invisible, elle deviendrait une ombre. La table était déjà dressée avec de la porcelaine délicate et des flûtes en cristal à son arrivée. Des roses roses et des pivoines tombaient en cascade sur des centres de table qui coûtaient probablement plus cher que son budget course hebdomadaire. Un présentoir à gâteaux à 3 étages dominait la table des desserts, surmontée d'une confiserie si élaborée qu'elle ressemblait plus à de l'architecture qu'à de la nourriture. Dieu merci, Héloïse.
La mère de Lucienne arriva en pressant un tablier dans ses mains. Il fallait disposer la glace dans les seaux à champagne pour les bouteilles. Et quand les invités arriveront, il suffirait de faire circuler les plateaux. Gardez-les pleins. Gardez le sourire. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, juste des instructions. Elle hocha la tête, noua les cordons de son tablier et se mit au travail. À l'arrivée des invités, elle était devenue ce dont ils avaient besoin. Une prestataire de service, invisible, sauf lorsqu'elle était utile. La fête s'agrandit autour d'elle, les voix s'élevant avec une excitation éprouvée à l'ouverture des cadeaux. Ustensiles de cuisine design, vases en cristal, un week-end dans un spa dans un vignoble. À chaque cadeau extravagant, elle pensait à ce que 25 000 $ auraient pu acheter au lieu d'un acompte. Ce que cela signifiait pour elle, comparé à ce que cela signifiait apparemment pour eux. Rien. Encore du champagne. Cria quelqu'un en agitant un verre vide dans sa direction sans la regarder dans les yeux. Tandis qu'elle versait, elle entendit la demoiselle d'honneur de Lucienne murmurer à une autre demoiselle d'honneur. « Tu imagines que la femme de Jean-Pierre soit là? Comme ça? Au moins, elle sert à quelque chose. » Les rires qui suivirent brûlèrent plus que les larmes. Elle se déplaça machinalement pendant l'heure qui suivit. Verser, sourire, répéter, jusqu'à ce que quelque chose en elle, une dernière corde de patience ou de respect d'elle-même, se rompe. Pendant l'accalmie, tandis que tout le monde se rassemblait pour une nouvelle séance d'ouverture de cadeaux, elle se glissa dans la cuisine. De son sac à main, elle sortit une enveloppe scellée, blanche, sans prétention, d'une simplicité mortelle. Elle la portait depuis des jours, attendant que le courage ou le désespoir l'emporte. De retour dans la salle à manger, elle s'approcha du présentoir à gâteaux d'une main ferme, démentant son cœur battant. Elle glissa l'enveloppe sous le socle du présentoir à gâteaux, parfaitement positionnée pour qu'on la retrouve. Mais pas immédiatement, pas avant d'être prête, pas avant qu'ils aient ri, célébré et les congédié une dernière fois. Le plateau dans sa main lui parut soudain significatif, symbolique. Elle leur avait donné les bases de leurs rêves. En échange, ils lui avaient offert leur servitude. La transaction était désormais claire, et bientôt, très bientôt, le prix réel le serait aussi. Le champagne pétillait dans des flûtes de cristal, tandis que les roses flottaient, toute la journée, et des bannières flottaient sur toutes les surfaces imaginables. L'ironie ne lui échappait pas. Cette célébration baignée de roses, elle la traversait vêtue d'un noir funèbre, pleurant la relation qu'elle avait autrefois cru les entretenir. Lucienne, tu es rayonnante. Une femme en robe fourreau rose poudrée enlaçait sa belle-sœur, leurs joues se pressant l'une contre l'autre pour la 3e photo Instagram en autant de minutes. C'est la perfection. Perfection. Tel était le mot d'ordre du jour, prononcé avec des soupirs respectueux tandis que les invités visitaient l'espace méticuleusement aménagé. Des roses roses tombaient en cascade des suspensions. Les chemins de table à paillettes reflétaient la lumière de l'après-midi. Même les macarons avaient été teints sur mesure pour correspondre exactement à la teinte des faire-part de mariage de Lucienne. Elle circulait avec une invisibilité maîtrisée, remplissant les verres et ramassant les serviettes jetées. Leur regard glissait sur elle comme si elle faisait partie du personnel de restauration, un rôle qui lui avait été assigné plutôt qu'offert. « Mesdames, réunissons-nous pour un toast. » La demoiselle d'honneur de Lucienne trinqua avec une cuillère en argent. La foule se tut, formant un demi-cercle autour de la table des cadeaux où Lucienne était perchée sur une chaise en velours rose pâle qui ressemblait à un trône. « À notre mariée radieuse, » commença la demoiselle d'honneur, qui a véritablement concrétisé sa vie de rêve. Homme de rêve, maison de rêve, tout rêve. Elle resta assise près du bar, les mains jointes sur son plateau, regardant le visage de Lucienne rayonner de plaisir à la reconnaissance de sa vie parfaite, une vie en partie bâtie sur son sacrifice. Et si on parlait de cette maison, intervint une autre demoiselle d'honneur, un vrai rêve de maison avec un hashtag. L'univers te soutient, ma belle. L'univers, pas la femme de son frère, ni celle qui avait transféré une part importante de son compte d'épargne sur leur compte hypothécaire. L'univers. Des rires résonnèrent dans l'assemblée tandis qu'elle essuyait machinalement le comptoir, ramassant des taches de rouge à lèvres abandonnées. L'enveloppe sous le présentoir à gâteaux semblait vibrer au rythme de son propre cœur, un tic-tac rappelant ce qui allait arriver. 3 jours après avoir signé ce chèque, elle s'était assise en face de son avocat, Daniel, dans son bureau du centre-ville. « En êtes-vous certaine ?» avait-il demandé en faisant glisser les papiers de revendication de propriété sur son bureau.
Une fois le dossier déposé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Elle se souvenait du craquement du fauteuil en cuir lorsqu'elle s'était penchée en avant. L'argent n'était pas censé être un cadeau. C'était un investissement dans la famille, dans l'appartenance. Sa voix s'était durcie. Ils ont clairement fait comprendre que je n'avais pas ma place. Alors oui, j'en suis certain. Daniel hocha lentement la tête. Ça pourrait tout faire exploser. Relations, vacances, tout. Elle avait soutenu son regard avec insistance. Il l'avait déjà fait. À présent, en regardant Lucienne tenir sa cour parmi ses admirateurs, cette conversation résonnait dans son esprit. Les papiers légaux étaient déposés. La machine se mettait à ébranler. Le piège tendu sous les roses sucrées et le fondant. Oh, Héloïse! La voix de Lucienne interrompit ses pensées. Elle faisait un geste dans sa direction, le champagne giclant dangereusement près du bord de son verre. Tout le monde, ma belle-sœur est vraiment au top aujourd'hui. Sérieusement, j'ai besoin de plus d'aide comme elle. Les femmes ricanèrent avec appréciation. L'une d'elles, une cousine, pensa-t-elle, leva son verre dans sa direction, sans la regarder dans les yeux. À l'aide, cria-t-elle, se croyant visiblement pleine d'esprit. Elle sourit, polit un plateau déjà brillant. Sans broncher, la mère de Lucienne s'approcha avec un plat vide. Les sandwichs aux concombres ont besoin d'être rafraîchis, ordonna-t-elle en lui serrant le plateau en argent entre les mains. Et vérifiez la glace. Certains verres ne sont pas bien frais. Elle hocha la tête et accepta le plateau, tout en remarquant que la mère de Lucienne n'avait jamais prononcé son nom pendant toute la cérémonie. Juste des directives, comme si elle s'adressait à Siri ou Alexa. Dans la cuisine, elle disposa des sandwichs frais en cercles concentriques, chacun placé avec précision. La minutie de la tâche la recentra, apaisa l'anxiété qui lui tourmentait l'estomac. Elle écouta la célébration se poursuivre dans l'autre pièce. Les halètements théâtraux au déballage des cadeaux, les exclamations de joie répétées. À son retour, Lucienne ouvrait un coffret contenant des flûtes à champagne en cristal. « Pour ta demeure éternelle !» s'exclama la personne qui lui offrait le cadeau. « Pour ta demeure éternelle !» La phrase flottait dans l'air comme une bulle de savon, belle et fragile, bientôt sur le point d'éclater. Elle déposa le plateau rafraîchi sur la table et reprit sa position contre le mur. De ce point de vue, elle pouvait voir toute la pièce. Le présentoir à gâteaux sur son piédestal, l'enveloppe cachée en dessous, les femmes groupées en robes luxueuses échangeant des compliments comme des devises. L'enfant de quelqu'un, une demoiselle d'honneur peut-être, passa en trombe devant la table des desserts, la main traînant dangereusement près du gâteau. Son cœur bondit dans sa gorge, mais la jeune fille poursuivit son chemin sans rien déranger. Pas encore. Le moment n'était pas propice. Son estomac se serrait à chaque éclat de rire, à chaque exclamation sur la bonne fortune de Lucienne. Elle consulta sa montre. Il restait encore 2 heures de ce spectacle. 2 heures à sourire sans expression, traités comme des meubles. 2 heures avant le moment où tout allait basculer. Une demoiselle d'honneur s'approcha, un verre vide à la main. « Encore, s'il vous plaît » dit-elle sans la regarder, reprenant déjà sa conversation. En versant, elle entendit des bribes de sa conversation. Un acompte qui vient de quelque part. Coup de chance avec cette maison. Je n'aurais jamais pu me la permettre autrement. Ils savaient. Ils savaient tous d'où venait l'argent. Et pourtant, elle était là, rétrogradée de bienfaitrice à barmaid. Elle remit la bouteille dans son seau à glace avec une précaution réfléchie. Son silence, sa connaissance de ce qui allait arriver, était empreint d'une force douce et patiente qui survivrait à leur moment de réjouissance. L'après-midi s'étira, un défilé d'excès roses et de compliments creux. Elle s'y déplaçait comme un fantôme, présente mais invisible. Le poids des papiers légaux sous ce gâteau s'alourdissait à chaque minute qui passait, à chaque regard dédaigneux, à chaque ordre lancé dans sa direction. Mais elle attendit. Elle observa. Qu'il fait encore un peu. Laissez-les se délecter de la lueur de leur perfection perçue, de leur sécurité imaginaire. Laissez-les savourer la douceur avant de goûter à ce qui se cache en dessous. Car parfois le silence est plus doux que la vengeance, et parfois il prépare la chute la plus brutale. Les minutes s'écoulaient comme un compte à rebours avant la détonation. Les cadeaux étaient déballés les uns après les autres, chacun accompagné de halètements théâtraux et de remerciements. Elle remplissait machinalement des flûtes de champagne depuis près de 2 heures lorsque la mère de Lucienne annonça qu'il était temps de manger du gâteau. « Mesdames, rassemblez-vous. » Elle roucoulait en désignant le chef-d'œuvre à 3 niveaux qui, depuis son piédestal,
attirait l'attention tout l'après-midi. Lucienne va dire quelques mots avant de nous laisser tenter. Son pouls s'accéléra. C'était le moment où tout allait basculer. Elle observa sa respiration, serrant un peu plus fort son plateau tandis que les femmes se disposaient en demi-cercle autour de la table des desserts. Lucienne se glissa jusqu'à sa place à côté du gâteau, flûte de champagne levée, les lèvres tendues dans ce sourire parfait qu'elle avait perfectionné au fil des années, à être la favorite de la famille. Elle était digne d'une couverture de magazine, sa robe rose tendre moulant sa silhouette, ses cheveux en cascades ondulantes, sa bague de fiançailles en diamants illuminant chacun de ses gestes. Je tiens à vous remercier tous d'avoir rendu cette journée si spéciale. Commença-t-elle, la voix sur un ton émotionnel qui laissait présager des larmes imminentes. Quand je pense à ce cheminement vers le mariage, je suis bouleversé par la chance que j'ai. Un chœur de murmures affirmatifs a parcouru le public. Elle est restée immobile, la regardant exprimer sa gratitude avec une précision digne d'un Oscar. Ma merveilleuse famille m'a soutenu à chaque étape. Poursuivit Lucienne en se tournant légèrement pour croiser le regard de Jean-Pierre, qui se tenait parmi les quelques hommes présents près de l'entrée de la cuisine. Elle lui adressa un clin d'œil, un geste intime entre frères et sœurs qui, d'une certaine manière, ressemblait à une nouvelle exclusion. Pas une seule fois son regard ne se posa sur elle, l'ombre noire planant à la périphérie de la pièce. À mes merveilleuses demoiselles d'honneur, à ma mère incroyable et à tous ceux qui ont fait de cette maison un foyer, vous êtes tout pour moi. Cette maison, celle bâtie sur son sacrifice, celle qu'elle allait découvrir n'était pas vraiment la sienne. Ce qui s'est passé ensuite semblait orchestré par le destin lui-même. La cousine de Lucienne, Régine, toujours un peu maladroite après quelques verres, se pencha pour ajuster une serviette de travers à côté du présentoir à gâteau. Son coude heurta le socle, le faisant bouger juste assez. L'enveloppe blanche, qui attendait patiemment sous le présentoir, glissa. L'enveloppe vola jusqu'au sol avec une grâce surnaturelle, atterrissant directement aux pieds de Régine, tel un messager délibéré. « Dis donc, qu'est-ce que c'est » Régine se pencha pour la récupérer, tenant l'enveloppe en l'air, les sourcils froncés. Quelqu'un aurait-il perdu quelque chose? Tous les regards étaient rivés sur le mystérieux papier. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Il est probablement tombé d'un des cadeaux, dit Lucienne en attrapant l'enveloppe avec un intérêt désinvolte. Voyons voir. Elle le prit sans se méfier, ses doigts parfaitement manucurés brisant le sceau avec une efficacité insouciante. Héloïse vit son expression se transformer tandis qu'elle dépliait le document, la confusion cédant rapidement la place à l'incrédulité, puis à l'horreur, puis à la rage. Son visage perdit ses couleurs si vite qu'on aurait dit qu'on avait débranché une prise. Sa main retomba sur son flanc, les papiers pendaient à ses doigts soudain flasques. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, la voix dénuée de son aisance habituelle. Un murmure parcourut l'assemblée. La confusion se répandit comme des ondes dans l'eau calme. Quelqu'un demanda ce qui n'allait pas. Un autre invité s'approcha pour examiner les papiers. Héloïse posa son plateau sur la table la plus proche avec un calme délibéré et s'avança dans le cercle pour la première fois de la journée. Tous les regards se tournèrent vers elle, la voyant enfin, la voyant vraiment, peut-être pour la première fois. « Ce sont des formalités administratives, » dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'avait anticipé. « Un avis officiel annonçant que la maison ne vous appartient plus. » Le silence qui suivit fut absolu, complet, comme si l'univers lui-même s'était arrêté pour assister à ce moment de vérité. Elle entendit un verre se briser contre le carrelage. Quelqu'un avait fait tomber son champagne sous le choc. Le bruit cristallisa l'instant, marquant la seconde exacte où leur célébration parfaite vola en éclats. « Tu n'es pas sérieuse » siffla Lucienne, son sang-froid se brisant comme de la glace. Son regard se posa sur Jean-Pierre, cherchant secours ou explication. « Mortel » répondit-elle, ce seul mot portant le poids de mois de souffrance et de rejet accumulés. Elle se tourna vers Jean-Pierre, dont l'expression aussi naissante. Il fit un pas vers elle, la bouche ouverte pour parler, mais elle l'interrompit avant qu'il puisse former un mot. « Tu m'as dit de me taire » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Pour être utile. » « Oui, jusqu'à maintenant. » Avec une précision méthodique, elle dénoua le tablier qu'on lui avait remis à son arrivée. Elle le plia soigneusement, le posa sur son plateau abandonné et redressa les épaules. « Vous m'avez tous traité comme une servante » poursuivit-elle en balayant du regard les visages rassemblés. Certains comblés. Certains confus,
d'autres gênés, d'autres encore calculant déjà les dégâts. Mais c'est moi qui ai construit ce château. Tu viens de le décorer. La mère de Lucienne s'avança, une main tendue comme pour arrêter physiquement ce qui se passait. Héloïse, ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est exactement le moment et l'endroit, l'interrompit-elle. Sinon, quand serais-tu obligée de me voir? Son mari retrouva enfin sa voix. Héloïse, qu'as-tu fait? La trahison dans son ton la frappa presque comique, compte tenu des circonstances. J'ai protégé mon investissement, répondit-elle simplement. Les 25 000 $ n'ont jamais été un cadeau. C'était un investissement personnel dans l'immobilier. Mon avocat l'a clairement indiqué dans ses documents. Vous avez 30 jours pour me racheter à la valeur du marché ou quitter les lieux. Le cri de surprise qui a parcouru la salle était empreint de scandale et d'incrédulité. Quelqu'un chuchota. A-t-elle le droit de le faire assez fort pour que tout le monde l'entende? Pas seulement à voix haute, dit-elle, répondant directement à la question murmurée. C'est déjà fait. Sur ce, elle se retourna et se dirigea vers la porte, d'un pas mesuré et calme. Derrière elle, le chaos s'empara d'elle comme un barrage rompu, des voix s'élevant, confuses et indignées. Les questions fusèrent comme des pierres. Lucienne sanglote, coupant court au brouhaha. Elle s'arrêta sur le seuil, la main sur la poignée, et regarda une dernière fois le paradis rose qui se dissolvait dans la discorde. Le gâteau se dressait intact sur son piédestal, monument aux célébrations qui ne seraient jamais achevées. Alors qu'elle sortait, sous le soleil de l'après-midi, elle entendit le cri de Lucienne s'élever au-dessus de la confusion. « Jean-Pierre, fais quelque chose !» Mais il était trop tard pour agir. Trop tard pour les excuses, les explications ou la loyauté familiale. Le temps de ces choses était révolu, avec chaque regard dédaigneux, chaque exclusion, chaque instant où il l'avait reléguée au rôle de servante plutôt que de membre de la famille. Derrière elle, leur célébration parfaite s'ouvrait en grand, et pour la première fois depuis des mois, elle put respirer. Le trajet de retour après la fête prénuptiale était surréaliste. Elle traversait les feux de circulation et les changements de voie, vitres baissées, respirant un air qui avait un goût étrangement différent. Libre. Le soleil de l'après-midi baignait tout d'une lueur dorée, symbolique, illuminant un monde qu'elle n'avait pas encore pleinement perçu, un monde où elle s'affirmait enfin. De retour chez elle, elle ôta sa robe noire, cet uniforme d'invisibilité. Elle enfila un jean et un pull bordeaux profond, une couleur qu'elle avait toujours adorée, mais que Jean-Pierre avait un jour trouvé un peu trop prononcée pour les réunions de famille. Elle a préparé du thé, ouvert son ordinateur portable et attendu. 3h27. C'est le temps qu'il a fallu à l'ouragan pour arriver. La porte s'ouvrit avec une telle force qu'elle heurta le mur, laissant une entaille dans le plâtre. Jean-Pierre entra en trombe, toujours vêtu de sa chemise bleue de la douche, mais maintenant froissée et déboutonnée. Son visage exprimait une colère et une incrédulité déchaînées. « À quoi pensais-tu » demanda-t-il en jetant ses clés sur le comptoir avec une force telle qu'elles s'écrasèrent dans un vase. « Tu l'as humilié devant tout le monde, ses amis, sa famille, tout le monde. » Elle sirota son thé, la céramique chaude contre ses paumes. « Bonjour à toi aussi. »« Ce n'est pas drôle, Héloïse. As-tu une idée de ce que tu as fait? La douche est foutue. Lucienne pleure depuis des heures. Ma mère a dû prendre des anxiolytiques. Tu m'as rendu invisible, répondit-elle en posant sa tasse avec un calme délibéré. Pendant des mois. Chaque jour, il arpentait le salon comme un animal en cage, passant ses mains dans ses cheveux jusqu'à ce qu'ils se dressent en pointes agitées. C'était censé être son jour spécial, sa seule célébration parfaite avant le mariage. Et toi, tu as transformé ça en une sorte de vengeance. Intéressant, remarqua-t-elle, avec quelle rapidité tu as pris sa défense. Tu ressens profondément son humiliation. Pourtant, quand j'étais réduit à servir les plateaux et à faire le ménage, tu m'as dit de ne pas faire de drame. C'est complètement différent, et tu le sais, explosa-t-il en frappant le mur de sa paume. C'est une question de timing, Héloïse. Une question de convenance, d'embarrasser toute notre famille devant tous leurs proches. Il a fulminé pendant près de 10 minutes sur les apparences, la réputation de la famille, les implications financières de sa manœuvre juridique. Pas une seule fois, il n'a prononcé le mot « respect ». Pas une seule fois, il n'a reconnu la façon dont elle avait été traitée. Son seul souci était leur apparence, leur confort,
le statu quo qu'elle avait si grossièrement perturbé. Lorsqu'il reprit enfin son souffle, la poitrine haletante, elle se leva du canapé et se dirigea calmement vers son ordinateur portable. « J'aimerais te faire écouter quelque chose », dit-elle en ouvrant un fichier audio qu'elle composait depuis des semaines. Il avait été enregistré lors du dîner d'anniversaire de ta mère le mois dernier. Elle appuya sur lecture. La voix de sa sœur emplit la pièce. « Mon Dieu, Héloïse porte-t-elle encore ce même cardigan ? Je jure qu'elle a le sens de la mode d'une bibliothécaire avec un budget de $0. Des rires s'ensuivirent, dont un petit rire qu'elle reconnut comme celui de Jean-Pierre. Sa mère, eh bien, au moins, elle est généreuse avec son chéquier, même si sa garde-robe ne l'est pas. La voix de Lucienne, ruisselante de condescendance, le paillasson ultime avec un chéquier. Tu as vu comment elle a proposé de m'aider avec les compositions florales après que je lui ai dit que les robes des demoiselles d'honneur étaient toutes attribuées ? Genre, chérie, tu n'es pas du cortège nuptial. On a encore ri. La voix de Jean-Pierre en arrière-plan, sans la défendre, mais en reprenant un commentaire sur ses bonnes intentions. Elle arrêta l'enregistrement. Jean-Pierre resta figé, le visage décoloré. En voilà un autre, dit-elle en faisant apparaître des messages sur son écran et en le tournant vers lui. Une conversation de groupe entre tes frères et sœurs. Des captures d'écran m'ont été transmises par la femme de ton cousin, qui avait été incluse par erreur et s'était sentie mal à l'aise. Lucienne, elle vient de m'envoyer $300 par Venmo pour les frais de l'enterrement de vie de jeune fille sans même que je le demande. Le frère de Jean-Pierre. La banque d'Héloïse frappe encore. Lucienne, elle n'est pas de la famille, elle finance. Devrions-nous commencer à l'appeler la première banque nationale de la belle-sœur ? Jean-Pierre fixa l'écran, puis elle, puis de nouveau l'écran. Où as-tu trouvé ça ? Chuchota-t-il. Est-ce important ? Rétorqua-t-elle. Ce qui compte, c'est qu'ils existent. Ce qui compte, c'est que ta famille parle de moi comme ça quand elle pense que je ne l'entends pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Demanda-t-il d'une voix plus basse. Parce que tu as déjà choisi ton camp, répondit-elle simplement. Je viens enfin de choisir le mien. Elle fouilla dans le tiroir de la table d'appoint et en sortit une enveloppe couleur crème, jumelle de celle qui avait perturbé la douche, mais avec un contenu différent. Elle le lui tendit. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il sans le prendre. Les papiers du divorce, répondit-elle. J'ai été ton pacificateur. Ton parrain. Ton silence. J'en ai fini. Il prit l'enveloppe comme si elle risquait de le brûler. Héloïse est tense. Il faut qu'on en parle. On peut arranger les choses. Je ne savais pas qu'il disait ça. Je peux leur parler. C'est trop tard pour parler, l'interrompit-elle en passant devant lui pour se diriger vers la chambre. Elle sortit la valise qu'elle avait déjà préparée le matin avant la douche, sachant exactement comment cette journée se terminerait. Qu'est-ce que tu fais ? Il la suivit, la panique montant dans sa voix. Tu ne peux pas partir comme ça. Moi, si, le corrigea-t-elle en refermant la valise. Et je le suis. C'est dingue. Où irais-tu ? J'ai réservé une chambre au Parkview. Après ça, je cherche des appartements plus proches de mon bureau. Elle a regardé sa montre. Mon Uber sera là dans 5 minutes. Héloïse, s'il te plaît. Sa voix se brisa. On peut arranger ça. Je les obligerai à s'excuser. Je les obligerai à te respecter. Elle se tourna vers lui. On ne peut pas forcer quelqu'un à te respecter, Jean-Pierre. Soidan ti respect. Soidan ini ti respect pas. Ta famille a fait son choix. Tu as fait le tien en restant immobile pendant qu'il m'effaçait morceau par morceau. Elle a soulevé sa valise du lit. Alors maintenant, je m'efface complètement. Tu détruis tout, murmura-t-il. Notre mariage, le mariage de Lucienne, la maison où ils vivent depuis des mois. Comment peux-tu être si froid ? Elle s'arrêta à la porte de la chambre et croisa son regard. Je n'ai plus froid. J'ai enfin chaud. Il y a une différence. Son téléphone vibra, le Uber arrivait en bas. Elle roula sa valise vers la porte d'entrée, récupéra son sac à main et son ordinateur portable. Jean-Pierre la suivit, serrant toujours les papiers du divorce, l'air perdu chez lui. Héloïse, essaya-t-il une dernière fois. Que suis-je censé dire à tout le monde ? La vérité, suggéra-t-elle, même si je doute que tu la reconnaisses encore. Elle ne pleura pas en partant. Elle ne cria pas et ne claqua pas les portes. Elle sortit simplement,
le dos plus droit qu'il ne l'avait été depuis des années, avec une assurance qui lui manquait depuis longtemps. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur l'image de son mari, debout sur le seuil, soudain petit et confus. Un homme confronté à des conséquences qu'il n'avait jamais anticipées, car il n'avait jamais pris la peine de constater les dégâts. Alors qu'elle s'installait à l'arrière de la voiture qui l'attendait, elle ressentit quelque chose d'inattendu. Ni satisfaction, ni justification, ni même colère, juste une profonde sensation de légèreté, comme si elle avait déposé un fardeau qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que de se tenir debout sans être encombrée. Ce n'était pas une vengeance. C'était une libération. L'hôtel Parkview devint son sanctuaire pendant exactement 7 jours. 7 jours de petit déjeuner servi en chambre, de télétravail depuis un bureau avec vue sur le parc municipal, de couchage en diagonale sur un lit king size qui n'appartenait qu'à elle. 7 jours pendant lesquels son téléphone vibrait si incessamment qu'elle a fini par désactiver toutes les notifications, sauf celles de ses clients et de son avocat. Le premier appel est arrivé à peine 1 heure après son arrivée. Jean-Pierre, d'une voix étrangement mêlée de colère et de supplication, « Il faut que tu rentres. Il faut qu'on parle de ça entre adultes. » Elle laissa tomber la boîte vocale. Le deuxième appel est arrivé à 23h43 ce soir-là. Lucienne, la voix un peu pâteuse, oscillant entre excuses larmoyantes et accusations virulentes, « Tu as tout gâché. Comment as-tu pu faire ça à ma famille? On n'a jamais voulu te faire de mal. » Au matin, on comptait 17 appels manqués et 32 SMS. À la fin du deuxième jour, ces chiffres avaient presque triplé. La mère de Jean-Pierre laissait des messages vocaux qui commençaient par un ton formel. « Héloïse, voici Marianne. Je pense qu'il faut qu'on discute de la situation. » Et tu t'es mis dans une fureur à peine contenue, espèce de petite chercheuse d'or vindicative, après tout ce qu'on a fait pour toi. Pascal, le fiancé de Lucienne, a appelé une seule fois. Son message était étonnamment sincère. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis désolée que vous ayez été traité ainsi, mais s'il vous plaît, c'est notre maison. Elle a transmis chaque tentative de contact à Daniel, son avocat, qui a répondu à chacune avec la même précision clinique. Les documents sont contraignants. Le don a été légalement révoqué. Toute communication ultérieure doit être adressée à ce bureau. Dès le 3e jour, les menaces ont commencé. Nous vous poursuivrons jusqu'au dernier centime. Tu ne travailleras plus jamais en ville. Tout le monde saura quel genre de personne tu es vraiment. Le 4e jour, le ton a basculé vers une négociation désespérée. Lucienne m'a envoyé un texto, on peut trouver une solution. Payments mensuals? Intérêt? Parlez-nous, s'il vous plaît. Le 5e jour, la carte de condoléances est arrivée. Lucienne a appelé en sanglotant, on n'a nulle part où aller. Vous nous faites sans abri. C'est ça que vous voulez? Elle a rompu le silence en envoyant un simple SMS non pas à elle, mais à son avocat, pour lui dire « Je suis prête à leur vendre la maison au prix du marché. Pas de remise. Pas de délai de grâce pour les paiements. » La réponse est venue par Daniel. Il demande des conditions, des versements, des considérations familiales. Non, a-t-elle répondu. Plein tarif ou départ dans 30 jours. Il ne l'aurait pas eu. Pas sans elle. Ils semblaient tous réaliser à présent à quel point ils avaient compté sur sa générosité tout en la rabaissant. Le 7e jour, elle signa un bail de 6 mois pour un appartement ensoleillé avec vue sur la rivière, à 15 minutes de son bureau et 40 minutes de leur ancien quartier. Elle engagea des déménageurs pour récupérer ses affaires, prévues à un moment où Jean-Pierre serait au travail. Les notifications numériques continuèrent leur assaut, mais leur fréquence commença à diminuer. Le désespoir a cédé la place à la résignation, puis à l'amertume. Grâce à des comptes rendus soigneusement sélectionnés d'un ancien collègue resté neutre, elle a appris que Pascal avait fait ses bagages et était parti 3 semaines après la crise de nerfs de la fête prénuptiale. Des divergences créatives sur leur avenir étaient l'explication officielle qui circulait. Le mariage fut reporté Sindai. Jean-Pierre retourna vivre chez sa mère. Temporairement, annonça-t-il à tout le monde, le temps que les choses se calment. L'appartement a été mis en vente, à un prix inférieur à sa valeur marchande, pour une vente rapide. La transformation la plus significative s'est produite sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram de Lucienne, autrefois une vitrine méticuleusement organisée de sa vie parfaite, est devenu muet. Pas de nouvelles de l'organisation du mariage,
Pas de projet de rénovation, pas de photos de brunch soigneusement préparées. La maison qu'ils avaient brièvement habitée, son investissement, son levier financier, était en défaut de paiement. Ils ont quitté les lieux sans avoir correctement hiverné les canalisations. Une voisine a appelé pour une fuite d'eau due à une rupture de canalisation. Après la déclaration de sinistre et les réparations, elle a confié le bien à un agent immobilier spécialisé dans les biens à rotation rapide. Le bien a été vendu en un mois. Fin juin, elle apprit, par des rumeurs de plus en plus rares, que Lucienne vivait dans un appartement en location dans un quartier populaire de la ville, racontant à qui voulait l'entendre qu'elle avait été escroquée par sa belle-sœur vindicative, qu'elle les avait menés à la ruine. Elle ne répondit jamais, ni aux rumeurs, ni aux messages de plus en plus rares, ni à l'ultime supplique de Jean-Pierre, la saisie. Son silence n'était pas une cruauté calculée. C'était de l'instinct de survie. Sa dignité n'avait pas besoin de se défendre. Elle avait besoin de distance. Il fallait qu'elle guérisse. Le divorce étant en bonne voie et l'affaire de la maison réglée, elle prit les vacances pour lesquelles elle avait initialement économisé en signant ce chèque de 25 000 $. 2 semaines en Écosse, seule, à randonner dans des collines balayées par le vent, à faire du vélo dans des pubs centenaires, à dormir dans des hôtels transformés en châteaux où personne ne connaissait son nom ni son histoire. Lors de sa dernière soirée à Édimbourg, elle était assise dans un petit restaurant avec vue sur les lumières de la ville, savourant un verre de whisky que le serveur avait décrit comme déconseillé aux débutants. Son téléphone vibra, un message d'un ancien ami d'université qui avait entendu des rumeurs et voulait connaître la vérité. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Il te manque, la famille que tu avais presque ?» Elle a éclaté de rire, attirant les regards curieux des convives. « Il te manque ?» ?»« Non » a-t-elle répondu. « Je me suis manqué. Et je l'ai enfin retrouvé. » Plus tard dans la soirée, debout devant le miroir de la salle de bain de sa chambre d'hôtel, elle observait son reflet avec une clarté nouvelle. La femme qui la regardait semblait différente, le regard plus brillant, les épaules plus droites, et une confiance en soi évidente dans la courbe de son sourire, absente depuis trop longtemps. Elle reconnut cette femme. C'était elle qui avait bâti son entreprise de toutes pièces, qui valorisait la famille et les relations, qui avait confiance en elle. C'était quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment connu. La véritable Héloïse, sous le chéquier, sous le silence complaisant, sous le rôle assigné de personnage secondaire utile. Ils ne se donnèrent jamais la peine de regarder au-delà de ce qu'elle pouvait leur offrir, ne se soucièrent jamais de découvrir qui elle était vraiment. Et maintenant, c'était trop tard. Elle se détourna du miroir et prépara sa valise pour le vol retour, non pas pour se racheter, non pas pour reconstruire des ponts, mais pour continuer à construire la vie qu'elle méritait, libérée de ceux qui avaient pris sans donner, qui avaient diminué sans en reconnaître le prix. Certaines choses, une fois brisées, méritent de le rester. 6 mois après l'Écosse, elle se retrouva dans un café du centre-ville, ordinateur portable ouvert, en train de terminer une proposition pour un nouveau client. Son entreprise s'était développée. 3 nouveaux employés, des bureaux rénovés et une liste d'attente de clients attirés par leur réputation d'intégrité et de résultats. L'ironie ne lui échappait pas. Sa vie professionnelle s'est épanouie précisément lorsqu'elle a cessé de se rabaisser pour les autres. La sonnette au-dessus de la porte a sonné et elle a levé les yeux par réflexe. Son estomac s'est noué. Régine, la cousine de Lucien, celle dont le coude avait heurté le présentoir à gâteau ce jour-là, se tenait au comptoir et commandait. Elle envisagea de faire ses bagages rapidement, évitant ainsi l'inévitable maladresse, mais quelque chose la maintenait clouée sur sa chaise. Elle en avait assez de courir, de se cacher, de se faire petite pour le confort des autres. Lorsqu'elle se retourna et la vit, son expression oscilla entre surprise, gêne et une pointe de curiosité. Après un instant d'hésitation, elle s'approcha de sa table. « Héloïse, » dit-elle, serrant sa tasse de café comme un bouclier. « Ça fait un bail. » Héloïse hocha la tête en fermant son ordinateur portable. « Ça fait un bail. » Un silence gêné s'installa entre eux. Finalement, elle posa la question qui la taraudait visiblement. « Puis-je vous demander pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi ce jour-là, devant tout le monde ? C'était la famille de son mari, le lui demandait directement. Pas accuser, pas supposer, juste demander. Les gens pensent que la vengeance est bruyante, explosive, désordonnée, dit-elle doucement. Ils s'attendent à des disputes et des confrontations dramatiques. Elle se laissa glisser sur la chaise en face d'elle,
absorbé malgré elle. Mais parfois, c'est calme, propre et parfaitement synchronisé. Elle entoura sa tasse refroidie de ses mains. Je n'ai pas gâché l'enterrement de vie de jeune fille, Régine. Je l'ai juste laissé se révéler. Elle fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Cette célébration, cette fête rose parfaite, sur quoi était-elle bâtie? Une gentillesse piquante, des insultes masquées, et moi. Elle soutint son regard avec assurance. Mon argent, mon travail, mon silence. La compréhension se lisait peu à peu sur son visage. Elle avait été là après tout, elle avait été témoin de la façon dont il la traitait, même si elle n'était jamais intervenue. Quand je me suis retiré de l'équation, tout s'est effondré. Non pas que j'ai saboté quoi que ce soit, juste une simple soustraction. Je n'ai jamais rien su, murmura-t-elle, pour les enregistrements, les textes. Jean-Pierre raconta tout à tout le monde par la suite. Mais elle s'interrompit, réalisant peut-être combien cela sonnait creux. Tu n'as jamais rien demandé. Elle a fini pour elle. Aucun de vous ne l'a fait. Tu as vu ce que tu voulais voir. L'assistant, le discret, la silhouette en arrière-plan servant les boissons et arrangeant les fleurs. Le mariage de Lucienne est officiellement annulé, annonça-t-elle, comme si cela pouvait l'intéresser. Son fiancé Pascal l'a quitté pour un barman de son bureau. Jean-Pierre consulte un thérapeute. Héloïse hocha la tête, prenant acte de l'information sans révéler si elle l'affectait d'une manière ou d'une autre. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu vas bien ?» Elle sourit, sincèrement. « Je vais mieux que bien. Je suis à nouveau entière. » Régine l'observa avec une attention nouvelle. « Tu as l'air différente. Plus léger, en quelque sorte. Voilà ce qui arrive quand on cesse de se laisser influencer par les attentes des autres. » Elle hésita, puis se pencha en avant. « Tout le monde parle, tu sais. Pas de toi, comme tu pourrais le penser. Surtout de Lucienne. »« Je sais, » dit simplement Héloïse. « Elle a raconté aux gens que tu l'avais arnaqué, que tu les avais trompés au sujet de l'argent de la maison. C'était aussi prévu. Mais personne n'y croit vraiment. » Régine tourna nerveusement sa tasse. « Ces demoiselles d'honneur ont vu comment elle vous a traité ce jour-là. La nouvelle s'est répandue. Et puis, quand tout s'est effondré si vite après, les gens ont tout remis sur pied. » Elle ignorait tout de cette partie. Elle ne s'était pas suffisamment souciée des conséquences sociales au-delà de ce qui la touchait directement. Cette connaissance ne lui apportait aucune satisfaction particulière. Juste une reconnaissance silencieuse que la vérité finit par émerger, avec ou sans explication. « Je n'ai jamais regardé en arrière, » a-t-elle dit. « Jamais expliqué. Je n'en avais jamais eu besoin. Enfin, ça a marché. » Elle afficha un sourire contrit. « Tu as repris possession de ton histoire. À tes conditions. » Ils sont restés assis en silence un moment, la lumière de l'après-midi passant par la fenêtre, baignant tout d'une chaude teinte ambrée. Finalement, elle rassembla ses affaires pour partir, mais marqua une pause avant de se lever. « Puis-je vous demander encore une chose? Que s'est-il réellement passé ce jour-là, de votre point de vue ?» Héloïse réfléchit à sa question, non par obligation de s'expliquer, mais parce qu'elle voulait l'exprimer pour elle-même, voire pour elle. « Parfois, dit-elle prudemment, il faut juste les laisser manger de la brioche et ensuite lire ce qui se cache derrière. » Ses lèvres se retroussèrent, surprises par la métaphore. « Ce n'est pas de la vengeance, » ajouta-t-elle. « C'est la vérité. » Servi froid. Après le départ de Régine, elle resta à table, regardant les passants défiler devant la fenêtre, leurs vies se croisant brièvement puis poursuivant leurs chemins séparés, comme elle l'avait fait avec la famille de Jean-Pierre. 2 semaines plus tard, elle reçut un mot manuscrit par la poste. Pas de Régine, mais, étonnamment, de sa belle-mère, la mère de Jean-Pierre. Juste 3 lignes. « Je me suis trompé à votre sujet. Je suis désolé pour ce qu'on a fait. C'était trop peu, trop tard. » Elle n'a pas répondu, non pas par colère persistante, mais parce qu'il n'y avait tout simplement plus rien à dire. Sartainas fins apassen depilua. 1 an avant le jour du mariage de Lucienne, elle a fait don de la totalité des 25 000 $ qu'elle leur avait initialement donnés à un refuge pour femmes du centre-ville. Non pas par pénitence, ni par performance, mais parce que cela semblait juste. Une réappropriation de l'intention derrière ce don originel. Construire quelque chose de significatif, quelque chose de durable. Sa nouvelle maison n'a aucune couleur rose. Pas de rose, pas de paillettes, pas de flûte à champagne. Au contraire, il laisse place à l'épanouissement, à l'authenticité, à la vérité sans phare de qui il est. Les étagères débordent de guides de voyage des lieux qu'elle visite enfin.
Les murs sont ornés d'œuvres d'art qui lui parlent, sans être choisis pour impressionner les autres. De temps en temps, elle entend des bribes d'histoire sur Jean-Pierre et sa famille. Il fréquente quelqu'un d'autre. Lucienne a déménagé dans un autre état. La vie continue comme avant, mais elle ne gravite plus autour de leur fils. Elle s'est appropriée. Elle n'a pas détruit leur monde parfait. Elle en est simplement sortie et l'a regardé s'effondrer sous le poids de son propre centre creux. Elle n'a pas gâché leur fête. Elle l'a simplement laissé se terminer. Et dans cette fin, elle a trouvé son commencement. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.